L'été dernier, j'ai débarrassé ma parcelle de choux d'une infestation de pucerons et de fourmis qui durait depuis 4 ans en un peu moins de 9 jours. Grâce à une poudre qui m'a coûté 2 $ et quelques centimes à l'épicerie, cette parcelle était ravagée chaque printemps. J'avais essayé le NEM, le savon insecticide, le ramassage à la main et les lâches de coccinelle. Rien ne tenait. Puis j'ai sorti un petit récipient blanc d'acide borique. Je l'ai mélangé à du sucre et de l'eau tiède. Et la colonie qui élevait ces pucerons avait disparu en moins d'une semaine. Voici ce qui m'a arrêté net. Quand j'ai commencé à chercher pourquoi plus personne n'en parle, j'ai découvert que l'acide borique a été discrètement restreint ou lourdement réglementé pour l'usage au jardin extérieur dans 19 États, piégé dans des règles d'enregistrement des pesticides dont la plupart des jardiniers amateurs n'entendent jamais parler. Pendant ce temps, cette même poudre est utilisée pour la lutte antiparasitaire depuis plus de 1000 ans, à commencer par les mineurs de borax tibétains au 8e siècle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment j'utilise cette poudre de garde-manger à 2 $ pour éliminer les fourmis, les pucerons, les blattes, les perce-oreilles, les punaises de la courge et les vers gris dans un jardin familial sans empoisonner le sol. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car il y a un vieil ajout tibétain à la recette de l'appât qui a environ triplé mon taux d'efficacité et que presque personne n'utilise. Maintenant, laissez-moi revenir en arrière parce que je n'en suis pas arrivé là facilement. Pendant près de 20 ans, j'ai combattu les parasites du jardin comme la plupart des gens. J'ai pulvérisé, j'ai acheté tout ce qui se trouvait sur l'étagère de la jardinerie. Quand cela a cessé de fonctionner, je suis passé au bio et j'ai pulvérisé de l'huile de neem tous les 5 jours sur tout ce qui bougeait. J'ai perdu des récoltes entières à cause des punaises de la courge. J'ai perdu une magnifique rangée de choux frisés à cause des pucerons 3 étés de suite. Si vous avez été dans cette spirale, je ne vous juge pas. J'étais exactement comme vous, à dépenser de l'argent pour le voir s'envoler à la prochaine pluie. Ce qui a changé les choses, c'est de tomber sur un bulletin de vulgarisation agricole de 1948 dans une librairie d'occasion du centre de la Pennsylvanie. Il mentionnait l'appât à l'acide borique comme nous mentionnons aujourd'hui l'irrigation au goutte à goutte, comme si c'était évident, standard et universellement utilisé. Ce bulletin m'a entraîné dans une recherche approfondie, et ce que j'ai trouvé a complètement réinitialisé ma façon de penser. Voici la version courte de l'histoire, car elle est importante pour la façon dont nous utilisons ce produit. Le borax était extrait de litres de lac asséchés au Tibet dès le 8e siècle. Les marchands tibétains le transportaient à travers l'Himalaya jusqu'en Perse et finalement en Europe, où il était utilisé pour tout, de la conservation de la viande au nettoyage de la laine et, oui, à l'élimination des insectes. Dans les années 1800, des gisements de borax étaient exploités dans la vallée de la mort, en Californie, et raffinés en acide borique. Une poudre plus blanche, plus fine et plus concentrée. Puis, dans les années 1940 et 50, des chercheurs en agriculture, notamment des équipes de Purdue et du ministère de l'Agriculture des États-Unis, ont mené des essais sur le terrain. Ce qu'ils ont découvert, c'est que l'acide borique a de très faibles concentrations, entre 1 et 5 % dans un appât sucré, anéantissait des colonies entières de fourmis en 7 à 10 jours. Il agissait en perturbant le système digestif de l'insecte et en endommageant son exosquelette de l'intérieur. Et comme c'est un minéral, et non un agent neurotoxique, les insectes ne peuvent pas développer de résistance comme ils le font avec les pesticides synthétiques. Alors, pourquoi n'en entendons-nous pas parler? C'est simple, les bores est un oligo-élément dans le sol, mais en grande quantité, il peut s'accumuler et nuire aux plantes. Les régulateurs d'État, inquiets d'une mauvaise utilisation à l'échelle agricole et de la contamination des eaux souterraines, ont discrètement retiré les enregistrements de pesticides extérieurs dans de nombreux États. Le produit est resté légal pour les pièges à fourmis d'intérieur. Mais l'usage au jardin, celui que ces vieux bulletins enseignaient, a été enterré. Les jardiniers amateurs utilisant des cuillères à café ne sont pas le problème qui inquiétait les régulateurs. Mais le savoir a disparu de toute façon. Très bien. Voici comment je l'utilise concrètement. La première chose que vous devez comprendre est qu'il y a 2 poudres que les gens confondent. Et se tromper vous coûtera vos résultats. Le borax est du tétraborate de sodium,
Le produit du rayon lessive dans la boîte verte et blanche, l'acide borique est la version raffinée, une poudre plus fine et plus pure, vendue pour le contrôle des blattes et des fourmis dans les quincailleries et en ligne. Pour le travail contre les parasites du jardin, vous voulez de l'acide borique, pas du borax. Un récipient d'une livre coûte environ 2 $ et vous durera 3 saisons complètes dans un jardin familial. Cherchez l'étiquette qui indique 99% d'acide borique, de qualité technique. Évitez tout ce qui contient des parfums ajoutés, des répulsifs ou des supports inconnus. Vous voulez la poudre blanche ordinaire, rien d'autre. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement comment fabriquer l'appât qui a réglé mon problème de fourmis. C'est la méthode de l'eau sucrée. Et c'est l'utilisation la plus efficace de l'acide borique pour le jardinage extérieur. La raison pour laquelle cela fonctionne tient à la biologie des fourmis. Les fourmis élèvent des pucerons, les déplacent, les protègent des coccinelles et boivent le miel sucré que les pucerons sécrètent. Si vous ne tuez que les pucerons que vous voyez, les fourmis en importeront d'autres le lendemain. Vous devez éliminer la colonie. Voici la recette exacte que j'utilise. Une tasse d'eau tiède, 3 cuillères à soupe de sucre blanc complètement dissous, une cuillère à café de poudre d'acide borique mélangée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'est tout. C'est une solution à 1%, ce qui est assez bas pour que les fourmis ouvrières la transportent jusqu'au nid avant de mourir. Et c'est ce qui élimine la reine. Imbibez des boules de coton du mélange. Placez-les dans de petits couvercles peu profonds, comme les bouchons d'un pot de beurre de cacahuète. Placez ces couvercles sur le sol près de la piste des fourmis. Glissez sous une pierre ou un morceau de bois pour que la pluie ne les dilue pas et pour que les enfants et les animaux domestiques ne les touchent pas. Prévoyez 3 à 4 stations par bac surélevé. En l'espace de 48 heures environ, vous verrez une forte augmentation de l'activité des fourmis aux stations. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est le signal que ça fonctionne. Elles l'emportent à la maison. Entre le 7e et le 9e jour, les pistes seront vides et les pucerons, sans leur protecteur, s'effondreront sous la pression des prédateurs naturels. Vient ensuite la technique du saupoudrage. Et celle-ci est destinée au contact direct avec les parasites à corps mou. Pour les punaises de la courge, les chrysomelles du concombre, les perce-oreilles et les vers gris cachés à la base des plantes. J'utilise la poudre sèche. Prenez environ 1/4 de cuillère à café d'acide borique et saupoudrez-le légèrement autour de la base de la tige de la plante. Jamais sur les feuilles et jamais près des fleurs où les pollinisateurs butinent. Une petite bouteille souple en plastique avec un embout étroit, du genre de celle que les chefs utilisent pour les sauces, facilite la tâche. La poudre adhère aux exosquelettes des insectes et perturbe leur couche cireuse externe, provoquant leur déshydratation en 24 à 72 heures. L'approche conventionnelle consiste à pulvériser un insecticide à large spectre qui tue les pollinisateurs, les prédateurs et la vie du sol en même temps que votre cible. L'approche supprimée est le placement précis d'un minéral ciblé, là où les pollinisateurs ne vont pas, une énorme différence dans l'aspect de votre jardin après coup, réappliqué après une forte pluie, car l'eau dilue et disperse la poudre. Lors d'un été typique en Pennsylvanie, je saupoudre peut-être 4 ou 5 fois sur toute la saison. Maintenant, avant de vous expliquer la suite, je veux m'arrêter juste une seconde. Ce que je vous montre aujourd'hui n'est qu'une partie de quelque chose de plus grand. J'ai mis tout ce que j'ai appris au cours des 30 dernières années de culture domestique dans un livre intitulé « Le protocole de rendement maximum en 30 jours ». Il s'agit de 115 pages couvrant la biologie du sol, la taille stratégique, les systèmes de compagnonnage végétal, les calendriers de succession et la science réelle derrière chaque méthode. Des gens l'ont utilisé pour doubler environ leur récolte sur la même surface, sans nouveau bac, sans équipement sophistiqué. Si c'est ce que vous recherchez, scannez le code QR à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Il coûte 17 $ et je pense sincèrement qu'il changera ce que votre jardin produira la saison prochaine. Très bien, continuons. La troisième méthode que je veux vous présenter est la barrière périmétrale. Et c'est ainsi que vous arrêtez les invasions avant qu'elles ne commencent. Autour de l'extérieur de chaque bac surélevé, je dépose une fine ligne sèche de poudre d'acide borique
d'environ 1/8 de pouce de large et environ 2 pouces à l'intérieur du cadre en bois. Cela crée une barrière minérale que les fourmis, les limaces et les perce-oreilles ne franchiront pas une fois qu'ils auront été en contact. Une livre d'acide borique permet de tracer un périmètre autour d'environ 8 bacs surélevés de 4 par 8. La raison pour laquelle cela fonctionne, et la raison pour laquelle les vieux jardiniers ne juraient que par cela, est que les insectes doivent physiquement traverser cette ligne pour atteindre vos plantes. Ils ramassent la poudre sur leurs pattes et leur corps, et c'est fini. Vous voulez que cette ligne reste sèche, alors appliquez-la par une matinée ensoleillée et réappliquez-la après toute pluie de plus d'un quart de pouce. Si vous êtes dans des zones plus chaudes, disons 7 à 10, où la pression des fourmis est extrême et active toute l'année, réappliquez toutes les 3 à 4 semaines pendant la saison de croissance. Dans les zones plus fraîches, 3 à 6, une application au printemps et une au milieu de l'été suffisent généralement. Le 4e point est la protection du sol, car c'est là que la plupart des gens se trompent. Le bore est un oligo-élément pour les plantes. Vos légumes en ont besoin, mais seulement en quantité infime. Trop de bore provoque le jaunissement des feuilles, un retard de croissance et, dans les cas graves, la mort de la plante. La règle que je respecte est simple. N'incorporez jamais d'acide borique dans votre sol. Jamais. Il se place sur le dessus, à des endroits ciblés, dans des appâts ou autour des périmètres. Il n'est pas labouré. Si vous vous en tenez à cette règle, la quantité totale de bore atteignant votre sol en une saison est une fraction de cuillère à café répartie sur une parcelle entière, bien en dessous de tout seuil qui affecterait vos plantes. Le 5e et dernier point est la protection de vos insectes auxiliaires. Ne placez pas de station d'appât près des plantes à fleurs où les abeilles butinent. Ne saupoudrez rien qui soit en fleurs. Travaillez au crépuscule ou tôt le matin quand les pollinisateurs sont les moins actifs. Et couvrez toujours vos stations d'appât avec une pierre, une tuile ou un pot de fleurs renversé avec un petit trou d'entrée coupé sur le côté pour que les pollinisateurs ne puissent pas y pénétrer. Très bien. Parlons maintenant des erreurs courantes parce que j'ai commis chacune d'entre elles. Le premier schéma que je vois, et je l'ai fait moi-même pendant des années, est de pulvériser les pucerons directement sans toucher aux fourmis. Vous éliminez la population visible. Vous êtes fiers de vous. Et ils reviennent 4 jours plus tard parce que la colonie est toujours là, réimportante du bétail. La vieille méthode s'attaquait toujours aux fermiers, pas à la récolte. Le 2e schéma est de confondre le borax avec l'acide borique. Les chiens lisent un article de blog, prennent le borax de lessive, le versent dans de l'eau sucrée à une concentration bien trop élevée et tuent les fourmis ouvrières avant qu'elles ne puissent le rapporter à la maison. La colonie survit, vous voulez de la lenteur, pas de la rapidité, 1% et non 10%. Le 3e schéma est l'excès d'application. Plus n'est pas mieux. Si vous versez des cuillères à soupe d'acide borique autour d'un plant de tomates, vous allez nuire à la plante. C'était un savoir perdu parce que les vieux bulletins de vulgarisation donnaient des doses exactes. Et quand ces bulletins ont cessé d'être imprimés, les gens ont deviné. Deviner avec les minéraux finit mal. Le 4e schéma est l'application pendant la pluie ou une forte rosée. L'acide borique doit rester sec pour fonctionner comme poussière de contact et barrière périmétrale. S'il doit pleuvoir cet après-midi-là, attendez, travaillez avec la météo, pas contre elle. Maintenant, voici le conseil bonus que je vous ai promis au début, et c'est l'élément unique qui a fait passer mes résultats de bons à presque incroyables. Quand je fouillais dans ces vieux registres commerciaux de borax tibétain, j'ai trouvé des références à une pâte que les marchands utilisaient, pas seulement du borax en poudre et de l'eau, mais du borax mélangé à un sucre de canne lourd non raffiné. En Inde, on l'appelle jaggery. En Amérique du Nord, le substitut facile le plus proche est la mélasse noire. Voici ce que je fais maintenant. À ma recette d'appât standard, une tasse d'eau tiède, 3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café d'acide borique. J'ajoute une cuillère à soupe de mélasse noire et je remue jusqu'à dissolution. La raison pour laquelle cela fonctionne est que les fourmis et les blattes sont attirées par les sucres complexes et les oligo-éléments bien plus fortement que par le simple sucre blanc. La mélasse rend l'appât environ 3 fois plus attractif. Dans des tests comparatifs que j'ai effectués dans mon propre jardin,
Des colonies qui mettaient 9 ou 10 jours à s'effondrer avec un napote au sucre ordinaire ont été anéanties en 5 ou 6 jours une fois que j'ai ajouté la mélasse. Essayez. Ce seul changement fait la différence entre une station d'appât qui fonctionne et une station d'appât qui se vide avant le coucher du soleil. Alors, voici ce que je veux vous laisser. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, l'appât, la poussière, le périmètre, l'astuce de la mélasse, n'est qu'un chapitre de la façon dont je gère mon jardin maintenant. Si vous voulez le système complet, la biologie du sol, les coupes de taille qui augmentent le rendement, la planification des compagnonnages qui éloignent les parasites dès le départ, les calendriers de succession qui permettent à une parcelle de produire d'avril à octobre, tout cela se trouve dans le protocole de rendement maximum en 30 jours, 115 pages, 17 $, écrit pour les personnes ayant des bacs existants qui veulent simplement en tirer plus. Scannez le code QR sur votre écran ou cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Je l'ai écrit parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le remette il y a 20 ans, l'été dernier. Cette parcelle de choux, celle que je perdais chaque printemps depuis 4 ans, m'a donné la plus lourde récolte de choux frisés que j'ai jamais tirée d'un espace de 4 par 8. 2 $ de poudre, une boule de coton et une cuillerée de mélasse. C'est tout. Dites-moi dans les commentaires quel parasite vous cause le plus de problèmes cette saison et je partagerai ce qui a fonctionné pour moi. Si cette histoire a changé votre regard sur les parasites de votre jardin, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.